Claude Musimard est né dans la République démocratique du Congo. Il a été ordonné prêtre à Louvain-la-Neuve, donc en Belgique, pas au Congo. Et il déclare, en tout cas, il a déclaré à Sudinfo le 5 décembre 2022, avoir été prêtre plus longtemps en Belgique qu'au Congo. Il est curé de l'unité pastorale de La Louvière, mais au moment où nous l'avions sollicité, il était curé des unités pastorales de Fontaine-l'Évêque-Anderlues et de Courcelles. Il est aussi le responsable du service pastoral des migrations de notre beau diocèse. Il a eu l'occasion d'expérimenter les différences de culture entre son pays de naissance et son pays d'accueil. Il était donc plutôt évident de lui demander de parler de comment mettre en œuvre l'interculturalité pour une pastorale africaine aujourd'hui. Et cher Claude, tu as une demi-heure pour cela. Voilà, merci beaucoup. Monseigneur m'a dit qu'il m'a tellement écouté qu'il n'y aura plus rien de neuf à dire aujourd'hui. Alors je me suis dit c'est peut-être une bonne occasion pour réveiller l'attention quand on a envie de dormir. Donc du coup ça peut, pourquoi pas réveiller les gens qui dorment. Alors donc la tâche c'est d'essayer de mettre en pratique tout ce que vous avez entendu. Et je vois qu'on a été bien nourris pendant les 2 jours sur l'interculturalité. Donc, mon sujet, ça sera comment mettre en œuvre l'interculturalité, mais pour une pastorale africaine aujourd'hui. À l'issue, je me suis dit, c'est plus facile parce que les communautés italiennes, quand on vient de la Louvière, ça va vraiment bien poursuivre ton exposé. Je me suis dit, la communauté italienne, mais on a déjà fait l'expérience et du coup, on voit plus ou moins ce que ça donne et qu'est-ce qu'on peut faire, mais les communautés africaines, la difficulté c'est que ce sont des migrations qui sont encore dans les stocks et dans le flux. Et donc c'est tellement mouvant qu'une réflexion a le risque de ne pas être ce qu'elle doit être parce que la question se pose encore. Et on va tenter, à partir de ce qui se vit aujourd'hui, de voir un peu comment on peut avancer sur le sujet. Alors, comme on l'a dit déjà hier, dans l'avenir, le monde va être rempli à 80%. Ça fait un peu peur, mais bon, soyez rassurés. Mais en tout cas, dans l'Église, des personnes qui vont venir des autres continents. Et je pense, parmi les acquis, parmi les choses qu'on peut retenir de ces 2 journées de formation, moi j'ai noté en tout cas que nous sommes dans une société, dans un monde où le taux de migration va de plus en plus augmenter. Du coup, je pense que l'interculturalité ne peut être qu'une chose incontournable pour l'avenir de notre société, de notre Église et de notre Église locale. Et je pense qu'une pastorale aujourd'hui qui ignore cet aspect, une pastorale qui fait fi de l'interculturalité, je pense qu'il a un décalage avec son temps. Je ne vais pas dire une pastorale dépassée, c'est pas ce que j'ai dit, mais bon, voilà. Donc on a intérêt en tout cas. Alors, donc je pense que l'interculturalité, c'est vraiment un défi, mais en même temps une urgence. J'ai même envie de dire que c'est une obligation. Ce n'est pas un beau terme, mais quand même. Et en même temps, une invitation possible. Et on peut essayer, dans cette invitation, de voir un peu comment on peut répondre à ces défis. Alors, les migrations africaines vers l'Europe, parmi les migrants qui viennent de l'Afrique, la majorité, contrairement à ce que certains pensent, que ce sont des musulmans, mais non, la majorité, c'est bien des chrétiens. Mais des personnes qui arrivent en Belgique, est-ce qu'ils vont dans l'église catholique? C'est plutôt ce premier point qui me préoccupe. Souvent, ils sont malheureusement récupérés dans ce qu'on appelle les églises de réveil, ce qu'on appelle, on dit aussi les sectes. Et aujourd'hui, il y a des sectes qui, je dirais d'ici, il y a 10, 20 ans en Belgique, c'était des sectes qui naissaient et le lendemain ça disparaît. Mais actuellement c'est devenu des méga-églises bien constituées, bien structurées, organisées
et qui même répondent mieux aux besoins de leurs adeptes. Et les sectes ont beaucoup évolué, en tout cas en Belgique, mais aussi en Europe occidentale, à tel point que je pense, ils ont même des pasteurs, et ça, qui sont fort connus, mais qui essaient de faire un travail un peu, je ne vais pas dire, pas tellement comme les témoins de Jéhovah, mais presque, pour aller à la gare, un arrêt de bus, proposer à la personne une solution. Tu vis où? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Ils sont à la pêche. Et puis, ils essaient de faire ce travail. Oui, c'est un prosélytisme qui marche, mais peut-être aussi parce que certaines personnes semblent dire que chez nous, ils ne trouvent pas l'accueil. Et pourtant, on est accueillant, mais bon, voilà. Mais voilà, ils se retrouvent par ce manque d'accueil attirés par une communauté qui offre cela. Et je peux citer parmi les plus grandes sectes d'origine africaine à Bruxelles, mais c'est la Nouvelle Jérusalem qui est très connue, qui est un genre de méga-église maintenant avec beaucoup d'adeptes à Charleroi, à Nouvelle Jérusalem, à Fleurus, à Nouvelle Jérusalem, à Mons. Et quand on voit comment ils évoluent, la Nouvelle Jérusalem, c'est un pentecôtisme, oui, c'est vrai, mais il y a certains collègues des unités pastorales, RIP, qui m'ont dit « Ah, chez moi, je n'ai pas ce problème-là. » Je dis « C'est pas vrai. Quel que soit le coin. » Et c'est vrai, c'est un jour notre évêque qui me disait « Partout où je suis passé, j'ai vu qu'il y avait des étrangers. » C'est vrai. Ça signifie on peut habiter les petits villages de Pec au coin là, de Tournai-Ouest, très loin, mais le monsieur qui est à tes côtés là, il prend le train pour aller dans la secte de Nouvelle-Jérusalem de Mons. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas dire qu'à Beaumont il n'y a rien, c'est faux. Donc le monsieur qui habite la Chine ne se sent pas accueilli dans l'église de Beaumont parce qu'il ne trouve pas sa place. Il va prendre le train pour se rendre à Namur où il y a une communauté qui l'accueille. C'est plutôt à cette attention-là qu'il faut porter un peu plus d'attention. Il y a la communauté qu'on appelle Maman Olangui, c'est une femme qui a étudié à Louvain-la-Neuve, et qui a créé aussi ce genre de méga-église aujourd'hui qui est avec 150 sièges, antennes dans le monde, en Europe, aux États-Unis et partout en Asie. Je ne cite que quelques... Voilà, Nzambe Malambu, Dieu est bon, c'est aussi une fraternité, mais qui est aussi fort répandue. C'est tellement difficile de répertorier toutes ces églises qui, aujourd'hui, parfois ça s'est créé, parfois ça disparaît, mais pourtant ça reste quand même par rapport aux chrétiens qui viennent ici et qui ne trouvent pas leur place, ça reste en tout cas un lieu qui récupère beaucoup. Alors toutes ces églises qu'on appelle églises de réveil sont très présentes aujourd'hui dans des grandes villes de l'Europe, à Bruxelles, Charleroi, Mons, Jemappes, La Louvière. La Louvière, c'est quand même une belle ville, mais bon, voilà. Et dans les autres villes de Belgique. Alors, donc, en gros, les églises de réveil véhiculent une théologie de la prospérité. Si, par exemple, tu n'as pas de papier, on va te dire, il faut que tu pries beaucoup. Et si tu n'as pas eu les papiers, c'est parce que tu n'as pas bien prié. Mais si tu as eu les papiers, c'est parce que tu as très bien prié. Et c'est un Dieu toujours récompense en fonction de... Tu n'as pas fait suffisamment, tu n'as pas donné des dîmes. Tu as eu les CPS, oui. C'est combien? 900 €. Est-ce que tu as donné un dixième au pasteur? Non. Si tu n'as pas donné, mais voilà, tu ne seras pas exaucé. C'est simple, c'est facile. C'est dans la Bible. Il faut lire tel verset. Oui, voilà. Donc, c'est assez présent. Et alors, donc, on pense que face au déracinement que la personne vit, les églises de réveil répondent aux besoins des personnes qui retrouvent quelque part une société qui les accueille et une église qui leur apporte la chaleur humaine. Quand tu arrives dans une église de réveil, il y a beaucoup d'ambiance, les gens sont très gentils, tout le monde t'accueille, tout le monde t'installe, tu viens d'arriver, lève-toi, tout le monde applaudit, on a reçu un nouveau frère aujourd'hui, une nouvelle sœur, allez, voilà. Il y a une belle chaleur, c'est bien animé avec la guitare, les percussions, c'est vraiment chaleureux. Et loin de sa patrie d'origine, l'église de réveil reconstitue ou reconstruit une communauté
qui est tout à fait diasporique, qui répond vraiment aux personnes de la diaspora et réaffirme une identité méconnue dans le pays d'accueil. Et la personne retrouve là une identité qu'il n'a plus. Et du coup, ce sont des églises qui redonnent une identité à la personne qui se sent perdue. Mais ce sont des lieux de socialisation. Je parle positivement des églises de réveil pour qu'on comprenne que ce n'est pas forcément l'aspect secte, mais il y a aussi cet aspect humain, social, qui répond vraiment aux besoins des gens et du coup qui attire les personnes vers les sectes. Et ce sont des lieux de socialisation où on trouve des solutions aux multiples problèmes que la personne rencontre. La personne qui arrive ici, il a un problème de papier, les démarches administratives en Belgique sont trop compliquées, les aides pour les avoir de CPS, on ne sait pas comment y arriver, mais l'église de réveil va te donner des clés. Il va te dire, mais pour avoir le CPS, mais c'est facile. Il y a une sœur qui est assistante sociale, qui est de notre... Mais elle va t'aider, ça va aller tout seul. Donc tu as bien trouvé l'adresse et ton problème est réglé. Tu veux avoir le papier, mais on va te conduire à la maison africaine. Là-bas, il y a un service juridique calé et ils vont le conduire. Et la personne, finalement, se sent quelque part dans... Et puis, ici, on prie. Et quand on prie, ici, tu vas obtenir. Voilà. Donc, on t'encadre vraiment dans un système où, finalement, la personne qui entre reste et essaie de rester. Et certaines églises sont de plus en plus aussi transcontinentales. Il y a des pasteurs qui font la ronde, qui circulent d'un pays à un autre pour sensibiliser, pour soutenir l'Église. Et il y a aussi des cantiques, hein, ce sont les mêmes cantiques qu'on entend d'un pays à un autre. Hein, et c'est tellement beau, c'est entraînant, un peu du genre du cantique d'Aurélien, hein, comment ne pas te louer. Donc voilà, c'est un peu des cantiques comme ça qui emballent et qui entraînent et qui mettent les gens dans cette mouvance-là. Voilà. Alors, nous avons mené une réflexion en équipe. C'est pourquoi vous avez reçu la belle brochure qui est là avec vous. Voilà, celle-là. D'abord, c'est un travail qu'on a fait avec les aumôniers des communautés africaines. Ensuite, on l'a retravaillé avec des personnes très, très éminentes, comme Stanislas Després, Olivier Frelich, Damien Mombo, Tadeu Kupakinga, Étienne Mayence. Voilà. Donc, on a essayé de réfléchir à cette brochure qui est là. Je ne veux pas repasser la brochure parce que sinon Stanislas va me contredire, parce qu'il connaît ça très bien. Mais je vais quand même vous laisser le temps d'aller lire ça calmement. Alors, je vais donner juste quelques réflexions en partant de cette brochure. Alors, d'abord, cette lecture va vous obliger à changer de regard. Je vais vous inviter pendant 30 minutes de vous mettre un peu dans la peau d'un Africain qui arrive en Belgique. Et en vous mettant dans une peau différente, en fait, la brochure au départ, c'était fait pour que les aumôniers africains puissent mieux accompagner les communautés africaines. Et puis le vicaire Gérard a dit, mais non, ça parle aussi aux Belges. Je lui ai dit, mais c'est compliqué, donc le Belge doit se mettre à regarder comment l'Africain vit. Enfin, il a dit, oui, c'est bien, qu'on fasse un peu cet exercice mental pour mieux entrer dans cette problématique. Alors, parmi les choses que vous allez pouvoir lire, mais je ne vais vraiment pas dans... Ici, c'est 10 pistes, mais je vais un peu en désordre pour dire comment on peut quitter d'une personne qu'on a croisée. Je croise une personne qui vient pour une inscription de baptême. Je croise une personne dans une église. Comment je quitte une personne croisée à une personne rencontrée? Pour que la personne ne reste pas celle que je croise dans mon église, dans mon quartier, dans ma paroisse, ou juste pour une demande, mais vraiment que je fasse une rencontre de la personne. Comment passer d'un simple contact à une vraie rencontre, une rencontre qui devient une invitation de la personne, une invitation de la personne qui devient vraiment l'accueil de la personne. Cela suppose d'être vraiment attentif à ce qu'il vit,
habiter dans l'âme de l'autre. Comment je peux habiter dans l'âme de l'autre? Voilà, c'est vraiment tout un changement de regard. Il faut regarder dans un autre angle de regard, de perception. Voilà. Alors, deuxième petite piste, c'est la rencontre avec l'autre suppose de faire route avec lui en l'acceptant sans discrimination, sans jugement, ce qui est tout à fait difficile. En Afrique, l'interculturalité nécessite de donner une place à la rencontre. Pour les Africains, il faut leur proposer tout de suite la rencontre. C'est ça, c'est beau ça. Et chacun peut imaginer la place que la rencontre occupe dans la culture africaine, parce que être seul, l'isolement, c'est la mort. C'est pas moi, c'est une pensée africaine. Ne faut-il pas rechercher la possibilité d'une diversité culturelle dans l'égalité? Le reste des identités propres pour que chacun apporte ce qu'il est dans cette rencontre. On nous a dit par l'anthropologue qu'il ne faut pas arriver avec des coquilles vides, mais il faut arriver avec ce qu'on est dans cette rencontre de culture. Et donc, voilà, c'est vraiment une vie où la rencontre a beaucoup d'importance. Alors, je vais quand même aborder un sujet qui n'est pas seulement africain. Je suis à la Louvière, donc je suis bien placé de voir la religiosité populaire à Bouville. Est souvent très présente dans la pastorale des communautés africaines, mais aussi le rôle du prêtre, il ne faut surtout pas le supprimer, est aussi vraiment important. Donc du coup, je suis allé remplacer en France, il y a longtemps quand j'étais étudiant à Louvain-la-Neuve, un prêtre, c'était à Paris, et le premier que j'ai reçu, c'était un Africain qui m'a parlé longuement de sorcellerie, de fétiches, de maraboutage, de prières d'exorcisme, et qui m'a dit, quand j'en ai parlé à mon curé, il m'a dit, je ne crois pas à tout ça, quitte ici. Alors, il ne faut surtout pas faire ça. Donc, ça demande, ça peut paraître, en tout cas, des demandes dérangeantes, mais qu'il ne faut pas exclure. Il faut vraiment en tenir compte. Et comment avancer avec la personne dans un chemin de discernement de la foi, de la prière, et pourquoi pas faire une catéchèse sur ces réalités-là. La religiosité populaire a beaucoup d'importance et je pense qu'il ne faut vraiment pas la négliger. De même aussi le rôle du prêtre qui est, en tout cas dans cette culture importante, il faut, je pense, à mon avis, tenir toujours compte que sacerdoce commun, qu'il faut encourager le rôle de la communauté et le sacerdoce ministériel n'a pas de concurrence, mais ça doit aller ensemble. Donc, c'est une pastorale qui doit être sensible à l'accueil. Et une des forces des églises de réveil, je l'ai dit, c'est vraiment l'accueil. Une attention à ce que la personne vit, là où la personne se situe. Trouver des gestes concrets de solidarité quotidienne. Chaque fois que je suis attentif à ce qu'il vit, je construis de vraies communautés avec la personne. Soigner l'esprit de la gratuité. Prendre toujours une part positive avec chaque groupe ou situation. Cela suppose que la personne garde ce qu'il a de meilleur, qu'il a ramené de l'Afrique, mais aussi ce qu'il trouve dans la culture occidentale. Hein, puisque parfois, on a beaucoup parlé de ça ici, l'enfant s'intègre très vite, les parents non. Ou alors, quand il s'intègre, mais il oublie tout ce qu'il avait, et puis il devient plus belge que les Belges, et puis il ne prend que ce qui est négatif chez les Belges. Ou alors il garde, voilà. Donc là, il y a un équilibre toujours à rechercher et à trouver qui n'est pas toujours simple dans cette relation-là. Donc, voilà, le sens de l'accueil, c'est vraiment, vraiment important. L'Afrique est un continent, ce n'est pas un pays. Je trouve que c'est important de le rappeler. Parce que souvent, quand on parle de l'Afrique, on dit, mais oui, c'est l'Afrique. Mais non, c'est un continent, il est grand. Il est important de découvrir que la diversité du continent africain, il est déjà à l'intérieur même de la communauté.
à l'intérieur même de l'Afrique. À la ville basse, à Charleroi, quand on mettait un chant africain, tout le monde me regardait pour me dire « Ah oui, tu as entendu ce chant-là » Mais j'ai dit « Mais c'est gabonais, moi je ne comprends rien. » Mais c'est comme toi avec le portugais, tu ne comprends quand même pas le portugais, pourtant tu es belge. Donc, c'est retrouver l'interculturalité déjà en Afrique, entre eux. Et même à l'intérieur d'un pays, un seul pays déjà, un pays comme le Congo. Les gens me disaient, mais il y a la guerre. Moi, je dis, mais mes parents, ils sont très loin de là où il y a la guerre. C'est comme d'ici jusqu'à Moscou. C'est grand là-bas. Voilà. Donc, retrouver déjà une diversité dans ce qu'ils vivent. Et l'interculturalité se vit déjà dans la rencontre entre les ethnies qui se retrouvent ici. Et ça se construit dans différents domaines. Ça peut être la liturgie, ça peut être une rencontre autour d'un projet commun, des échanges, et toutes sortes d'occasions permettent en tout cas de vivre cette diversité. Alors, il faut vraiment éviter les pièges de la transposition et de la transplantation culturelle dans une diversité de contextes. Mais ça, je m'adressais aux prêtres africains pour dire attention, faites attention de ne pas transposer ou de ne pas transplanter. On est à Belgique, on n'est pas en Afrique. Et ça signifie que parfois on a envie de bien faire. Ah, mais chez moi, ça marchait très bien. Là où j'étais, en Afrique. Mais attention qu'ici, tu es dans un autre contexte. Et ramener le même contexte, ça peut mal se passer. Alors que tu imaginais que tu étais vraiment... voilà. Donc il faut éviter des pièges comme ça, des simples transpositions pour faciliter l'intégration. En même temps, c'est important de discerner ce qui est positif dans l'environnement actuel quand cela favorise la vitalité. Le changement de contexte appelle les nouveaux enjeux. Il faut tenir compte une nouvelle approche pastorale. Chaque fois, c'est remettre vraiment à jour. Alors, je disais aussi que la rencontre, mais je l'ai dit au début en disant que les communautés africaines, c'est vraiment des communautés elles-mêmes qui sont en migration. Et la pastorale aussi en Belgique est en mouvement. Donc du coup, le monde change, le contexte de vie des personnes change. Les personnes venant de migration atterrissent dans un monde qui lui-même est à perpétuel changement. Ce n'est pas simple. Donc, parfois, je vois des Africains aussi qui expliquent, mais ils expliquent ce qu'eux ont vécu il y a 20 ans. Hein, ce n'est plus la même chose. Donc, les choses ont beaucoup changé. Et donc, il faut quelque part que les choses puissent suivre un peu la vitesse du monde. Ce n'est pas facile. Alors, est-ce que l'interculturalité est une illusion ou un défi? La position où considérer l'étranger migrant dans un pays occidental, c'est déjà une question très complexe. Vous voyez déjà que les discours populistes, il suffit que certaines personnes de l'extrême droite prennent la parole et vous allez voir combien ils sont applaudis. Il y a des discours politiques qui n'arrangent pas toujours les choses. On voit ça en Flandre, d'où les stigmatisations, les préjugés, les stéréotypes. On peut énumérer plusieurs domaines dans lesquels se cristallise une sorte d'hostilité entre cultures. Il suffit de prendre les thèmes comme la sécurité. Voilà. Des thèmes comme ça. Ou l'économie, le chômage. Les thèmes comme les questions de cohabitation. À côté du voisin qui tout le temps fait des bruits avec 36 enfants, alors que nous, on ne dort pas à côté. Il fait des deuils et puis toute la nuit, il fait des bruits. Donc, c'est impossible de vivre avec ces messieurs-là. Donc, tous ces thèmes, ça pose vraiment un réel problème par rapport à l'inculturation, mais aussi à l'interculturalité. Mais je pense qu'il faut essayer de prendre le risque de faire confiance tout en gardant un esprit de discernement. Faire confiance, mais garder un esprit de discernement. Mais c'est valoriser les compétences, oser confier des responsabilités aux personnes qui sont membres de la communauté sans s'arrêter ou être bloqués par les différences. Mais il faut beaucoup de patience pour donner à la personne le temps de s'acclimater à la nouvelle culture. Parfois, ils sont lents, ces gens. Mais oui, c'est vrai. Mais en même temps, il faut essayer
d'aller aussi dans cet esprit pour dire, mais il prend le temps de soigner convenablement. Ah, mais cette infirmière-là, africaine, il traîne. Mais en même temps, elle prenait suffisamment de temps pour sa maman. Il était, ah oui, mais c'est... Voilà. Donc, il y a deux aspects. Entre vitesse et bien faire, c'est compliqué. Il faut trouver, déjà, inculturer les deux termes, c'est bien. Accepter qu'il n'est pas toujours le même code que vous, que la personne d'origine africaine qui est là n'a pas forcément le même code que vous. Que vous puissiez apprendre ces codes, mais aussi que cette personne puisse apprendre vos codes, vos références. Intégrer les différences, c'est travailler parfois de façon déconcertante. Travailler avec une personne qui parfois, il ne travaille pas comme moi, ce n'est pas possible de travailler avec cette personne. Mais en même temps, c'est là que se joue, je pense, l'interculturalité dans cette différence. C'est en même temps savoir accueillir l'apport de l'autre. D'où l'importance des moments plus festifs où la parole se libère, des rencontres gratuites, c'est très important. À travers des projets communs, c'est construire l'interculturalité. Je pense que vous avez bien reconnu mon illustre prédécesseur, les jeunes retraités, qui est d'origine de ferme flamande et qui a immigré au pays des loups. Donc, comme quoi, même en plein Belgique, ça se joue déjà, cette interculturalité. Alors moi, je pense qu'il faut construire les je et les tu pour faire de nous enrichissants. Notre société, dans son fonctionnement, souvent, on est marqué par les je ou par les tu. C'est malheureusement le risque d'une société de plus en plus individualiste, où la singularité a une part importante. Mais une conversion est nécessaire. Il faut sortir de cette spirale dialectique qui nous confine, nous enferme, nous piège pour migrer vers la spirale plus ouverte où la rencontre crée de nouveaux chemins, où les peurs, les haines sont remplacées par l'entente, la communion. Ce n'est pas facile, mais ce sont des chemins à explorer. Moi, je pense que les je et les tu qui forment un nous enrichissant, c'est quand la personne qui est en face de moi a un nom. Il ne faut pas dire PVA, il faut dire Augustin. Le diocèse de Liège a déjà éliminé le mot PVA, parce que dire prêtre venu d'ailleurs, ça stigmatise. Il faut dire Augustin. Mais à Liège, ils disent prêtre inséré, prêtre accueilli à Liège. Voilà. PAC, PALL. Voilà. Si on doit choisir, alors il faut choisir le nom de la personne. De toutes les façons, on a dit que les migrants ne vont plus partir, il va rester ici. Donc ça ne sert à rien de croire que le... Donc, je pense que l'interculturalité est une réponse à notre foi, une réponse à l'accueil de la diversité et accueil de l'autre. Voilà, c'est cette diversité-là qui finalement, il me semble que c'est l'avenir. Voilà. Maintenant, le devoir, c'est que chacun qui peut aller cultiver un peu son petit jardin de l'interculturalité, allez cultiver votre jardin de la diversité. Et le devoir, c'est aussi, à travers cette brochure-là, il y a un questionnaire que nous proposons qui peut aller être travaillé au niveau de CPEAP. En réalisant la brochure, vous pouvez répondre aux questions et essayer de voir comment est-ce que ça peut évoluer un tout petit peu. Voilà, merci. Merci, cher Augustin, puisque j'ai compris que je devais t'appeler Augustin, je ne sais pas pourquoi. Merci, cher prêtre accueilli à Tournai, et j'espère qu'on accueille bien tous les prêtres à Tournai. Merci, Claude. Merci. Quelques points que je relève, mais vous avez évidemment le droit d'en relever d'autres. Une majorité des migrants africains en Europe sont des chrétiens, et donc pas des musulmans, même s'il y en a aussi, mais la majorité sont des chrétiens. Souvent, ils sont récupérés dans des sectes, et ça marche d'autant mieux
qu'il y a un manque d'accueil chaleureux dans notre Église, que notre Église n'est pas assez, peut-être, sans doute, un lieu de socialisation et d'entraide. Il faudrait un esprit de confiance, un esprit de discernement, construire un nous avec des je et des tu, bien réaliser que les prêtres venus d'ailleurs ont un prénom, et 10 pistes dans ce magnifique document. Et ton exposé était bien fait et avec la bonne vitesse. Vite et bien, bravo.